Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes le 14 juillet. Bien, Macron a dû parler aujourd'hui. Il y avait un petit défilé. Le personnel de santé était convié. Tiens, pour une fois, ils ont pas gazé les infirmiers, les pompiers, etc. Moi, quand je vois tous ces gens alignés comme ça, j'ai toujours d'autres images qui viennent en rapport, c'est-à-dire les images des manifestations où on voit donc des infirmiers, des pompiers se faire matraquer par des CRS. Voilà les images que moi j'ai. Mais on cherche complètement à occulter. On rend hommage aux services de santé, aux personnes qui se sont démenées pendant la crise du Covid, mais comme si on cherchait à s'affranchir des responsabilités. Et oui, n'oublions pas que des dizaines de personnes sont décédées, des infirmiers, des médecins, et tout cela à cause d'une impréparation des services de l'État. À force de vouloir supprimer des lits, il n'y a plus suffisamment de lits d'urgence. Dès décembre, ils auraient dû commander les masques, donc nous avons eu X intervenants, notamment le professeur Perron, qui nous ont bien expliqué, plus tous les représentants des organisations syndicales, des médecins, qui nous ont bien expliqué qu'ils étaient complètement diminués, qu'on mettait des sacs poubelles parce qu'on n'avait pas de surblouse, etc., etc. Donc on était dans le dénuement le plus complet. Et donc effectivement, il y a quand même les autorités qui sont au-dessus, qui auraient dû prévoir. On est d'accord, hein, quand il y a une épidémie, une pandémie, effectivement, il y a des choses qui sont difficilement à prévoir, mais enfin bon, quand on sait qu'il y avait théoriquement 1 milliard de stocks de masques, voire 1 milliard plus 700 millions, et qu'en fin de compte, on a laissé descendre à avoir un petit stock de, je crois, 100 millions de masques, qui était suffisant, qui correspondait à 2 ou 3 jours d'utilisation. Donc voilà, bon, bref. Donc c'est bien beau de donner des médailles. D'ailleurs, on a vu que les infirmiers, j'avais posté des vidéos, les infirmiers jetaient les médailles à la poubelle pour bien montrer leur désapprobation de ce qui s'était passé. Bon, je clôt pour le moment. De toute façon, ce sont des paroles creuses et voilà. Bon, alors effectivement, je voudrais revenir sur les événements, les tristes événements qui sont passés ces derniers jours. Effectivement, il y a une semaine, un homme est mort après une agression d'une violence inouïe commise par des voyous devenus assassins. Cet homme s'appelait Philippe Mouguillot, il faisait son métier, tout simplement. Sa vie était stoppée, net, pendant ses heures de travail. Il laisse une famille, des amis, des collègues dévastés. Oh, certes, il n'y aura pas de désordre, pas de grandes manifestations, qui dénoncera la violence des voyous, qui dénoncera également l'inaction d'un État complice. Et puis, ça ne sera pas instrumentalisé par les ennemis de nos institutions. Non, il n'y aura qu'une immense tristesse et un désir de justice. La vie de cet homme s'est arrêtée, comme celle de cette jeune gendarme, à peu près au même moment. Et je ne peux m'empêcher, comme beaucoup de penser, ce qu'aurait été la situation si ça n'avait pas été Philippe, la victime, mais si agressé, il avait riposté et qu'un de ses voyous avait perdu la vie. C'est nous qui avons perdu la vue d'ailleurs. Pas plus que si, au lieu de se faire écraser, la jeune gendarme avait pu sortir son arme de service et blesser mortellement celui qui tentait de l'écraser. Et alors là, il n'y aurait à n'en pas douter plein de professionnels de l'émotion victimaire pour dénoncer le racisme du chauffeur de bus et la violence policière teintée de racisme de la jeune gendarme. Des marches blanches pour rappeler la mémoire de ces jeunes gars bien, unanimement appréciés dans leur quartier, des appels à la haine contre tous ceux qui ne sont pas eux, qui ne sont pas d'origine immigrée, bien sûr. C'est toujours la faute des Blancs. Des justifications de violence, fruit de l'abandon de l'État, de l'abandon par l'État de ces jeunes gens qui n'ont pas pu profiter de ce qui était réservé à d'autres plus favorisés, moins discriminés, comme par hasard. Aujourd'hui, le monde est ainsi fait que lorsqu'un individu sans histoire meurt, victime de la violence de voyous, l'émotion est là, mais mesurée, civilisée. Personne ne se soulève contre des violences barbares qui, au fond de chacun d'entre nous, entraînent pourtant colère et peur pour nos prochains. Et puis, comme par hasard, lorsque c'est le voyou qui succombe, on manifeste, on en appelle à la lutte contre les violences et contre le racisme d'État. On déforme l'émotion. Il y a une confusion entre les réelles violences faites par les voyous et les accidents dus à la vie policière.
on s'aperçoit qu'en fin de compte, la société est complètement éclatée et qu'il n'y a plus de vraies valeurs. Hein. Alors évidemment, tous les entrepreneurs identitaires qui surfent sur la victimisation savent ce qu'ils font. Ils ne veulent pas de cette société qui propose une organisation sociale qui va à l'encontre de leurs petites affaires tribales, les ventes de drogue, etc., etc., hein, tous les différents clans et bandes organisées qui trafiquent dans les cités. Ils ne veulent surtout pas donc qu'il y ait un État organisé. Et donc ils embarquent dans leur sillage des benets complètement bernés qui sont en mal de justice illusoire. Et comment ne pas voir, enfin c'est déprimant de ne pas voir les pouvoirs publics, ne pas avoir suffisamment le courage de dénoncer un espèce de théâtre hein, à ciel ouvert, alors que c'est peut-être quand même la responsabilité de nos gouvernants de combattre la barbarie qui monte de plus en plus. Qu'est-ce que fait l'État honorer le chauffeur ou la gendarme plutôt que réinstaurer des règles communes faites d'ordre, d'autorité, de justice. Peut-être que Philippe et Mélanie seraient toujours vivants si le voyou n'avait pas eu un si grand sentiment d'impunité, une sensation de pouvoir faire ce qu'il voulait, et en fin de compte, il ne sent plus de limites, et en fin de compte, il tabasse sans retenue, ou il fonce à 130 km/h à côté de la route pour éviter donc la herse qui l'aurait freiné dans son évasion. Donc, pas de manifestation motivée par l'émotion, pas de collectif antiraciste, pas de prise de parole des partis politiques. Le silence des gauchistes et des antifascistes est assourdissant. Vous imaginez si 3-4 blancs avaient frappé à mort un chauffeur noir? Voilà la triste réalité de ce pays. Encore une famille brisée à cause... 1, 2, 3, 4 familles brisées à cause du laxisme de la justice. Tout est à 2 poids 2 mesures dans ce pays et on cherche par une inversion à nous faire croire le contraire. Ce n'est plus acceptable et la nomination de Dupond-Moretti, le ministre qui se vante d'être sans mêlé, c'est quelque part un espèce de doigt d'honneur, je dirais plutôt un doigt de déshonneur envers les familles meurtries qui chaque semaine perdent des enfants victimes de coups de couteau à droite à gauche. Et personne ne dit rien, personne ne se révolte. Tout le monde peut être touché par un tel drame. On n'est plus en sécurité nulle part dans ce pays. Il faut se rendre compte que certaines couches de la population haïssent les Français et parfois n'importe quel prétexte sert de détonateur à un meurtre. Et oui, Philippe n'avait pas violé son condétenu en prison. Philippe n'avait pas escroqué de personnes vulnérables. Philippe n'avait jamais volé. Philippe n'était pas violent. Philippe vivait dans un lotissement, mais pas dans une cité. Philippe n'aura pas d'hommage national, et sa mort sera un fait divers, comme un autre. Regardez bien, sa femme en pleurs. On l'a vu à plusieurs reprises dans des vidéos. Personne n'est à l'abri. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, par crainte de l'islamophobie, par peur d'être taxé de racisme, on tait sa colère. On hésite à blâmer ou décrire son harceleur, son violeur, son agresseur, son terroriste. Pourtant, la colère et le besoin de justice sont sains, ils sont humains, ils sont justifiés. Alors, on marche sur la tête. Depuis le 7 juillet, un arrêté rendu par la Cour de cassation autorise les prisonniers jugeant leurs conditions de vie indignes de faire une demande de libération, applicable après enquête diligentée par un juge. Cette mesure, heureusement, ne concerne pour l'instant que les prévenus, c'est-à-dire des détenus qui n'ont pas encore été jugés. Donc, effectivement, en attendant leur audience, les détenus seraient assignés à résidence ou sous contrôle judiciaire. Voilà. Et c'est ce qui se passe éventuellement à la maison d'arrêt de Nîmes. Effectivement, la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ces maisons d'arrêt, dont celle de Nîmes. L'organisme prévoit donc une explosion des demandes de libération sous surveillance électronique dans la principale ville du Gard, avec 350 personnes potentiellement libérables. Comment dire? C'est quand même surprenant. Le nouveau ministre de la Justice, Dupond-Moretti,
va en visite à Fresnes et il est applaudi par les délinquants. Donc en fin de compte, la justice française est la meilleure du monde, c'est les délinquants qui le disent, certainement la plus laxiste en tous les cas. Bientôt, nous ne serions plus en sécurité que dans les prisons. Vu la tournure de la situation, les délinquants seront dehors et les gens sages iront se retrancher dans une prison. Décidément, on marche vraiment sur la tête. Ce qu'il faut comprendre, tout change, tout change. Alors, je vais vous citer encore 2 faits divers. À Tours, une patrouille de policiers municipaux a été agressée au quartier du Sanitas par une vingtaine de jeunes dans la nuit de jeudi à vendredi, un guet-apens au cours de laquelle les agents ont reçu des mortiers d'artifice et des projectiles. Des jeunes de 13-14 ans attaquent la police. Si une esquisse de solution, si ces gens sont binationaux, eh ben, on peut proposer une déchéance de nationalité des parents et retour au pays de toute la famille d'office. Ben oui, mais bon, je pense qu'il y aurait 2-3 exemples, et après, ça calmerait tout le monde. Malheureusement. Coup de couteau mortel pour un jeune de 18 ans, à Limoges. Le suspect, un homme de 24 ans, algérien, excusez-moi, bon, il est algérien, hein, selon ses déclarations, il était inconnu des services de police. Il est le suspect d'un meurtre d'un jeune homme de 18 ans en fin de matinée dans le quartier des Coutures, c'était jeudi. Il s'est rendu quand même à la police de son propre chef, une altercation entre 3 jeunes hommes, le suspect, la victime et un de ses amis en fin de matinée. Après la dispute, le suspect est allé retourner chez lui, chercher un couteau, et il a donné 2 coups de couteau très profonds à la victime. Voilà. Mais évidemment, le problème, c'est que c'était que 2 coups de couteau, mais c'était une lame de 35 cm. Et donc, ça a blessé mortellement la victime à l'abdomen. Les coups de couteau ont touché la colonne vertébrale et provoqué une hémorragie importante qui n'a pas permis au secours de sauver le jeune homme. C'est lourd, hein. Et des faits divers comme ça, je veux dire, tous les jours, il y a des soucis. Alors, effectivement, il faut se rendre compte qu'une partie de la population est élevée dans la haine de la France. Et dans les 10-15 ans à venir, il va y avoir un basculement de population. Les jeunes d'origine extra-européenne auront des enfants et les baby-boomers, des gens comme moi, seront décédés. Ce qui va faire que les populations blanches, dont les ancêtres sont en France depuis des centaines d'années, vont devenir minoritaires. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a un échec de l'intégration et la montée d'un communautarisme radical. Il se produira évidemment une guerre civile aboutissant à une partition du pays. Les dirigeants ne peuvent que connaître le phénomène, mais ne font rien pour l'effrayer, pour l'enrayer plutôt, et c'est effrayant justement. Tout ce qu'ils font, en fin de compte, favorise cet essor. En fin de compte, la France est un pays qui se saborde, et tout en niant le fait, voilà. Donc c'est très très compliqué, parce que en fin de compte, vous voyez, par exemple, les jeunes du Nubagren sont toujours éduqués dans la haine de la France qui a occupé leur pays, mais ils ne se rendent pas compte que si leurs parents sont venus en France, c'est justement pour bénéficier des soins, de l'éducation, tout ce qui peut être gratuit, des aides, des APL, etc., etc., qui à l'époque, dans les années 60-70, n'existaient pas en Algérie ou dans d'autres pays du Maghreb. Donc si leurs parents ont fait la démarche de venir dans un pays entre guillemets chrétien, c'est qu'ils y trouvaient beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais en fin de compte, tout ce que retiennent les enfants des dernières générations, ce sont les désavantages et pas tout ce qui leur tombe tout cuit dans la bouche ou dans les mains. Enfin bref. Alors, la censure. Il serait intéressant de parler de la censure. La censure n'a jamais été forte contre ceux qui osent dire les vérités qui dérangent. Les portes des médias se ferment, les opposants politiques sont ostracisés, écrasés sous un front plus antidémocratique que républicain, alors qu'ils nous font croire que c'est un front républicain. Les comptes des militants identitaires sur les réseaux sociaux sont fréquemment fermés, sans raison valable, et dès qu'on essaye d'être un petit peu différent,
Si on est rescapé du lavage de cerveau de l'éducation nationale, on est conspué, voire agressé physiquement, pour la bonne raison que l'on dénonce l'idéologie dominante. Les grands sages de la bien-pensance usent sans se lasser de la diabolisation pour tenter de masquer la chute de leur société, les limites de leur utopie. Vous voyez, en l'espace de 20-30 ans, comme on a dégringolé, quoi. Mais nous, on essaye de faire triompher une certaine vérité. Hein. On est les défenseurs de la France radieuse, paisible, et on cherche à passer à travers cette censure d'État qui veut nous marginaliser. Hein. Alors les nouveaux moyens de communication et d'alerte passent par les nouvelles technologies d'information et de communication, Twitter, Facebook, etc. etc. Hein. Comment dire? Alors il y a eu quelque chose de très très intéressant, notamment sur Twitter, c'est que on s'est emparé, certains mouvements de résistance, on va dire, de résistance patriote, se sont emparés de Twitter et ont monopolisé pour dénoncer le fléau de l'insécurité qui s'abat sur notre patrie. Il y a eu des lanceurs d'alerte, Damien Rieu, ou des groupes comme Damoclès, et il y a des hashtags explicites qui ont émergé et monopolisé l'espace durant de longues heures, voire plusieurs jours. Et le dernier en date, c'est « La racaille tue ». Et ça tient depuis quand même 2-3 jours en haut des tendances en France, Twitter. Voilà. Donc effectivement, et grâce à cette mobilisation, si vous voulez, qu'on appelle la twittosphère, ça forçait les médias à parler de Thomas, assassiné par un homme il y a plus d'un mois, qui était juste sorti de prison, de Mélanie, la gendarme tuée par Yacine, et encore de Philippe, chauffard de bus, effectivement, il y a une semaine, battu à mort par plusieurs individus au profil, évidemment, maghrébin. J'ouvre une parenthèse, j'ai toujours dit que je parlais des 5 ou 10% de personnes néfastes à l'ensemble de la communauté maghrébine. Voilà, et je referme la parenthèse. Hein. Je n'ai jamais dit que je mettais tout le monde dans le même sac. Mais par contre, les personnes qui sont d'aplomb, qui ne sont pas délinquantes et tout, pourraient aussi manifester leur solidarité avec, entre guillemets, les Blancs, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec les racailles qui assassinent et qui font ce qu'ils veulent dans les quartiers. Mais enfin bon, ça met du temps à venir. Hein. Ce que tant de journalistes, de politiques et de stars veulent cacher, ils veulent ignorer, se masquer la face, certains Français, comme moi, comme beaucoup d'autres, le révèlent. Les médias ne font plus leur travail, ils sont entravés par l'idéologie qui leur détraque le cerveau et leur brouille la vue. C'est la mobilisation des Français qui permet à la réalité d'obtenir de la visibilité qui honore la mémoire de nos concitoyens, comme je le fais ici, assassinés, et qui dénonce les méfaits d'une immigration, d'un multiculturalisme qui n'est pas maîtrisé. Face à la censure, les censurés s'en sortent grâce à leur créativité, à leur force de mobilisation. Depuis quelques semaines, plus particulièrement ces derniers jours, les Français de cœur ont fait preuve d'une efficacité redoutable sur Twitter, forçant la main aux serviteurs de l'idéologie dominante. Si la majorité a jeté toutes ses forces dans l'instauration d'une loi Avia, c'est parce qu'ils savent bien que les réseaux sociaux leur échappent et que malgré le zèle des administrateurs de ces plateformes, ils n'arrivent plus à contenir la vérité et la vague bleu-blanc-rouge qui la porte. Donc Français, continuons à crier la vérité, soyons courageux et peut-être que ça arrivera à porter ses fruits. Nous nous battons contre beaucoup plus fort que nous, contre tous les médias. Voilà. Je vous remercie d'avoir un petit peu écouté ce résumé, cet hommage que je voulais faire par rapport aux victimes de ces derniers jours, victimes de la barbarie, tout simplement. Quelle que soit la couleur de leur peau, je le répète. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse terminer votre journée de 14 juillet. Merci, partagez. Merci pour tous les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Encore, merci beaucoup. Au revoir, je vous embrasse.